Autour de nous, il existe un monde plus résilient, solidaire et altruiste. Je vous propose d'en pousser la porte et d'aller à la rencontre des femmes et des hommes qui s'engagent à le construire au quotidien. Je suis Amandine Anglebert, fondatrice de Philanthropie Innovative Sharing, l'organisation qui accompagne les entrepreneurs et philanthropes pour maximiser leur impact sociétal. Ensemble, réenchantons le monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Elliot van de Velde, chef au grand cœur qui a décidé de mettre son talent au service des personnes en situation de précarité et de sensibiliser le grand public à la problématique du gaspillage alimentaire. Bonjour Elliot. Bonjour Amandine. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast de Magic Makers. De même. Je sais que tu es un homme très très occupé. Alors, avant la gastronomie, je sais que tu as eu une vie. C'était quoi ta vie d'avant ? Ma vie d'avant, c'était un peu à la recherche de ce qui allait faire ma personne que je suis aujourd'hui. Donc on a fait beaucoup d'événements nightlife, on a fait beaucoup de commercial, on a fait beaucoup de contacts avec de la publicité, beaucoup de recherches dans l'art aussi, etc. Donc on a vraiment ouvert notre esprit pendant presque 10 ans. Quand tu dis on, c'est qui ? Moi, ma tête et mes mains. Ah, ok. Voilà. Moi, ma tête et mes mains, ça a toujours été... cette histoire de on est tous... voilà, tout est complémentaire. Donc, et tout se suit, et il faut que tout fonctionne aussi pour que ça roule, en fait. Donc, ce on avait toujours besoin d'être stimulé, et c'est comme ça qu'on a réussi, en fait, à travailler sur plein de projets différents, et à s'ouvrir et à accepter, en fait, un peu tous les challenges qui se mettaient devant nous. Ok. Et donc après, à un moment donné, cet événementiel, tu bascules dans la restauration. Je bascule d'abord dans l'idée de rassembler des gens, en fait, autour d'une table, parce que c'était quelque chose qui me stimulait énormément et que j'avais pas toujours dans l'événement, on perd des fois vraiment ce fil avec les gens, ce qui veut dire que y a un événement, ça va de A à Z, mais il y a toujours ce contact qui nous manque des fois, ce petit moment privilégié avec les gens, et il n'y a qu'une table, en fait, qui pouvait on va dire apporter ça dans l'événement. Donc c'est vraiment cette communion avec le client et les clients des clients. Et la cuisine est venue se mettre un petit peu, se greffer à mon envie d'aller plus loin là-dedans. Et donc je me suis amusé à cuisiner, et c'est comme ça que de fil en aiguille, on a eu des propositions pour faire des déjeuners, puis des dîners, et puis des événements, et puis des événements de fou, et puis des cartes de restaurant, et puis on a continué à toujours essayer et à toujours, en fait, se positionner comme créatif, puisqu'on n'avait pas du tout de code, puisque je suis complètement chef autodidacte, mais c'était justement qu'est-ce qui ferait plaisir, en fait, aux clients, et qu'est-ce qui, moi, ferait que j'arriverais à raconter une histoire en tant que humain, et après en tant qu'entrepreneur, et puis après en tant que chef, quoi. Donc tu es complètement autodidacte, tu n'as pas été formé à la... Non, pas du tout, vraiment pas. C'est quelque chose qui est arrivé très très tard, en fait, sur le tas. Donc c'était, j'ai eu 25 ans, c'était à 25 ans que j'ai fait c'était ridicule, mais c'était le premier cours de cuisine qui était la découpe de légumes. Et en fait, là, il y a eu vraiment un déclic en me disant c'est vraiment magique, en fait, de pouvoir travailler un légume comme ça. On a tous des habitudes, puisqu'on voit nos mères, etc., cuisiner. Et je dis nos mères, et les papas, voilà. Voilà. Mais c'est clair que le côté chimique et le côté genre artisan de la cuisine était fabuleux ce jour-là quand j'ai découvert. Et je me suis dit, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de voir qu'est-ce que ça peut m'amener, et c'est clair que c'est vraiment rentré comme ma première passion vraiment majeure, quoi. Et ça, c'était à 25 ans, et puis j'ai fait mon premier événement le 23 mars 2015, ça je me rappellerai toujours. Ah oui, raconte-nous ça. J'avais même, je me rappelle, c'était horrible, j'avais j'avais une recette sur Top Chef, je crois, la veille, sur des radis, où le radis était entier, donc j'avais récupéré les fans des radis, je l'avais fait, mais il y avait encore plein de terre dans les fans, je passe les détails. Je vois la photo, c'est vrai que c'est très très joli comment c'est dressé, etc. Mais je vois la photo où j'ai encore, par exemple, mes pièces de viande qui sont encore
un emballage horrible quand j'y pense maintenant, mais dans un emballage individuel, etc. Parce qu'en fait, je n'avais jamais vu une pièce de viande plus grosse en fait que ce qu'on voit aujourd'hui dans les supermarchés. Et voilà, qui n'était même pas marinée, qui n'était même pas cuite ou quoi que ce soit. Donc, il y a toutes des choses qui ont évolué et c'est très chouette de voir de où on est parti et de jusqu'où aujourd'hui on arrive. Aussi là-dedans, il y a eu tout un cheminement de fou, et de clairvoyance aussi dans qu'est-ce que j'avais envie d'avoir dans ma cuisine, de un, et quel était mon impact réel sur ce que je pouvais apporter en fait en tant que humain et en tant que chef en fait. Soudainement, je deviens un chef. Soudainement, je deviens un tantinet inspirant pour certaines personnes et je trouve ça super cool. Mais il faut avoir des vraies valeurs derrière. Il faut les comprendre aussi ces valeurs et c'est comme ça qu'on est arrivé avec cette empreinte vraiment zéro déchet, beaucoup plus durable, à connecter avec ce qui nous entourait de plus en plus. J'ai eu un très beau déménagement en pleine nature aussi, en pleine forêt, qui m'a encore plus ouvert sur ce cheminement-là. Ça m'a permis de me redéfinir complètement aussi par rapport à mes équipes, par rapport à ma manière de fonctionner avec mes clients et autres. Donc il y a vraiment, c'est un travail de 6 années ici, qui est un travail aussi d'avant, mais c'est vraiment ces 6 années-là m'ont permis de vraiment m'ouvrir à un milieu que je connaissais pas et d'arriver au stade d'aujourd'hui, chef reconnu pour son travail, de ses pairs. Donc ça c'était aussi un de mes objectifs, évidemment, dans l'idée des chefs étoilés, etc. Pour nous, ce sont c'est des icônes, c'est des magiciens, c'est ceux qui nous animent le plus dans notre travail. Et si on veut vraiment chercher cette excellence-là, il faut s'entourer de ces gens-là, il faut aller il faut connecter tout ça, et on a réussi à se connecter, et à en impressionner des fois certains, à connecter plus avec d'autres aussi. C'est qui justement les grands chefs qui t'ont inspiré ? Ici en Belgique au départ quand tu commences, moi j'ai eu la chance de travailler pour Yves Matagne et avec Yves Matagne, donc à faire ces événements en extérieur et à étudier dans sa cuisine. Il m'a donné cette opportunité-là en tant que déjà chef moi-même indépendant, c'était mon métier un petit peu au départ. Après j'ai rencontré plein de gens parce que j'ai eu une chance inouïe de pouvoir cuisiner sur Diner in the Sky après même pas 1 an et demi de lancement, on va dire, de mon projet de cuisine. Donc j'ai eu cette chance de pouvoir travailler avec Isabelle Arpin, puis j'ai eu Pierre Résimon qui est à l'eau vive 2 étoiles, où j'ai pu inviter Pierre Résimon sur un événement avec ING, où c'était lui le chef guest et on cuisinait avec mon équipe et juste lui, qui est un personnage très marquant en fait. C'est quelqu'un qui passe pas du tout inaperçu et c'était chouette de voir la combinaison. Enfin chouette, c'est vraiment même pas un terme, c'est ridicule, mais c'était vraiment la magie s'opérait quoi. À ce moment-là, quand tu vois que tu es un chef qui est intéressé par ce que tu fais et sur lequel tu peux vraiment matcher ton esprit avec le sien, tu as un professionnalisme qui se fait et tu te dis ok, je peux aller encore plus loin quoi. Et c'est comme ça que grâce à ces chefs ici en Belgique, il y a eu tout ça qui s'est mis en place. Et après il y avait tous les autres chefs super inspirants comme des Massimo Bottura, René Redzepi, José, Andrés, qui est c'est tous des chefs qui pour moi aujourd'hui animent la personne que je suis, la personne que j'ai envie de devenir. Voilà. Et c'est clair que je fais tout pour les rencontrer et les mettre sur mon chemin aujourd'hui. Tu les attires. Ouais, une bonne dynamo. Ouais. J'aime beaucoup cette phrase, c'est un ami, Jean, qui m'a dit ça pour la première fois, c'est depuis le début du Covid, t'as pédalé, en fait t'as une dynamo autour de toi pour le moment qui est vraiment forte, et c'est clair qu'il y a beaucoup eu de lumière autour de nous et de plus en plus de gens qui se sont amassés autour du projet. Et ça nous a donné une magnifique visibilité aussi pour ce qu'on est et ce qu'on a envie d'offrir. Et c'est clair que ça nous permet d'ouvrir un peu plus nos horizons et maintenant il faut juste continuer à bien pédaler. Oui, bon, on va venir au projet dans un instant pour les personnes qui ne le connaissent pas, mais ce que j'ai envie de savoir avant ça, c'est justement quelles ont été les grandes prises de conscience en fait pour toi dans ce parcours de 6 années qui a fait que tu as shifté en fait et fait évoluer ton approche et puis un jour éventuellement avec créé le projet Earth dont on va parler dans un instant.
Ce qui a été la plus grande révélation, c'est de savoir un petit peu soudainement se découvrir. Parce qu'il y a quelque chose, tu sais, quand tu commences dans l'entrepreneuriat, moi j'ai commencé en claquant des doigts en disant allez, je me lance. Sauf qu'en fait, j'ai aucune fibre réelle derrière moi de management, d'entrepreneuriat, de connaissance en fait de ce que ça peut être une société ou un univers d'entreprise. Et en me lançant un peu tête dans le guidon, il y avait toujours cette question du why. Et là, je fais un petit signe à Édouard Mondron et Alexandre Ponchon du Cybersquare, qui n'arrêtaient pas de me poser cette question qui était impossible en fait au départ. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de clairvoyance là-dedans, mais c'est clair qu'au début, quand il y a toutes ces questions, je sais pas, moi c'était vraiment au feeling, c'était dans l'action, et évidemment, dans l'action on peut se perdre aussi, et donc il faut toujours retrouver une sorte de pièce d'un puzzle en fait. Tu vois, genre il faut peut-être juste la tourner pour qu'elle s'emboîte. Donc là-dedans, c'est s'ouvrir à de nouveaux profils de personnes qui vont t'entourer, s'ouvrir à énormément d'échecs aussi, accepter énormément la critique, accepter énormément les échecs, accepter que les gens ne t'apprécient pas aussi pour ce que tu fais des fois, parce que clairement dans ce qu'on est en tant que créatif, des fois on peut vraiment être détesté ou on peut être vraiment très fort aimé, et c'est très très compliqué de toujours réagir en fait en bon père de famille, etc. Et tu fais énormément d'erreurs humaines. Ça, je sais que les erreurs humaines ont été énormes. Je crois que j'ai vu passer beaucoup trop de monde chez moi. J'en ai remercié trop peu. Aussi par manque de temps en fait, par manque de clairvoyance sur un projet, par manque de maturité, par manque d'expérience en fait, tout simplement. Et donc voilà, et c'est ça aussi qu'aujourd'hui on amène vers des projets beaucoup plus centrés sur l'humain et sur quelles sont les connexions que tu peux avoir avec les gens et comment les valoriser, quoi. Et donc, en fait, par quelle porte, j'ai envie de dire, tu shiftes quelque part ton approche de la cuisine? Est-ce que c'est par la porte d'entrée en premier lieu du gaspillage ou en premier lieu de la précarité? Parce qu'il y a quand même très fort ces deux aspects dans le projet Earth. Le gaspillage. Okay. Le gaspillage est arrivé d'abord et c'était aussi grill. Et en fait, voilà, il y a toujours ce que je dis, c'est vraiment avec une liberté complète d'expression. C'est juste que moi, j'ai vu quelque chose qui me dérangeait à ce moment-là. Et c'était sur un unique produit qui était en fait utilisé, par exemple, les sommités d'un chou. Ça veut dire quoi, les sommités, ce sont en fait les bouts qu'on a les bouts qu'on a au bout du... Ok, les extrémités. Ok, d'accord, ok. Mais pour que les extrémités, en fait, vivent, et ça, c'est juste fou, parce qu'en fait, moi, ce que je voyais dans ce produit, c'était en fait juste un arbre, en fait, des ramifications, et en fait, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une racine, et la racine, c'est là où il y a tout le goût, par exemple, tu vois. Mais pourquoi ne pas utiliser la totalité? Et c'était juste, en fait, à ce moment-là, c'était peut-être que dans la tête du chef, il y avait une envie sur son plat de design, etc. Et pour moi, il y avait toute une réflexion en fait à encore avoir en plus. Et donc, juste ces sommités étaient utilisées, le reste pas pour ce plat-là. Et je sais pas, c'était un peu, je vais pas dire un déclic, mais il y a eu un truc qui s'est passé où je me suis dit, tiens, j'ai envie d'essayer d'utiliser ça jusqu'au bout. Avec les techniques que j'avais au départ, qui n'étaient pas non plus, vraiment pas du tout compatibles avec ce que j'ai aujourd'hui appris. Et par après, j'ai mis cette notion-là un petit peu c'est arrivé par hasard, hein. On nous a demandé juste pour faire une levée de fonds pour aider les migrants de la gare du Nord. Je vais arriver. La plateforme citoyenne. La plateforme citoyenne, ouais. Et en gros, en fait, c'était juste lever des fonds en faisant un dîner, en préparant quelques trucs de bouffe à gauche, à droite. Il y avait 300 personnes qui allaient venir, et nous on faisait du street food avec Antonio Malerba qui travaillait avant, je ne sais plus dans quel restaurant, mais bon, pas très grave, au moins j'ai dit j'ai dit Antonio Malerba parce que c'est avec lui que ça a commencé. Et donc on avait levé les sous, et puis on a été le lendemain chez Métro avec notre cagnotte, tu vois. Et peut-être ce que c'est Métro pour... Métro est le grossiste de l'Oreca. Okay. C'est le grossiste de l'Oreca, c'est là où on trouve en fait tous les produits qui viennent un peu du monde, produits locaux, les petites fleurs, les petites pousses, etc. Il y a tout ce qu'on a besoin dans notre univers de chef.
Et il y avait cette palette chez eux qui partait quelque part, et je me suis dit, tiens, en fait, tu vas faire quoi de cette palette? Et cette palette, en fait, elle est jetée. Et à ce moment-là, on a dit, elle va pas être jetée, on va l'utiliser, et on va tout traiter pour, en fait, faire le dîner pour les migrants. Et c'est comme ça que ça a commencé avec Metro, où par la suite je suis devenu ambassadeur donc Food Waste et Sustainability chez eux, pour développer tous ces projets-là. D'ailleurs, on a un événement justement Zero Waste en Turquie en septembre, avec où Metro est partenaire aussi, et donc on part là-bas pour en tant que chef guest. Donc ça c'est aussi trop chouette et hyper valorisant pour la suite. Mais c'était vraiment cette palette qui partait, je peux en faire quelque chose, on va cuisiner pour les migrants, et en fait là en un coup il y a ce crash émotionnel de la fin de l'événement où on se retrouve à finir en fait, à donner le dernier sac, et où la pression redescend énormément, et en fait tu craques quoi. Tu craques complètement parce que de un, tu as réussi à intervenir en termes d'action, etc. C'est très très bien, tu vois l'engouement de tous les bénévoles que tu avais pu fédérer ce jour-là. Mais après, tu te dis, si je l'ai fait, et qu'est-ce que je peux faire en plus en fait? Et c'est comme ça qu'est née cette ambition de directement matcher en fait. Genre, je lutte contre les gaspillages, je lutte contre la précarité, je secoue le tout, et on y va. Et il a fallu quand même plus de 1 an et demi pour que mon père me disait c'est une idée complètement stupide, tu vas même pas gagner ta vie avec, ce qui était même pas, il y avait même pas d'ambition de gain, c'était juste genre c'est ça que je veux faire en fait. Il y a une vraie philosophie, il y a des vraies valeurs derrière. J'ai des chefs qui me comprenaient absolument pas, qui travaillaient chez moi, qui sont partis. Ouais, c'était chaud, c'était très chaud pendant 1 an et demi, et puis j'ai rencontré Adine. J'ai rencontré Adine qui est ma partenaire dans la vie et surtout sur l'ASBL maintenant, et qui a mis un cadre grâce à toute son expérience de management, de mettre les choses, on va dire, mettre un rond dans un carré, et qui a permis de vraiment mettre des mots, des sensations et des émotions sur une idée. Voilà. Et c'est comme ça qu'est né Hirsch Project le 24 décembre 2019. Ouais. Voilà. Et c'était quoi votre idée au départ? Au départ de notre association, c'était de faire des événements ad hoc avec des chefs étoilés pour sensibiliser donc au gaspillage alimentaire et reverser les bénéfices les bénéfices surtout la plupart des gains, parce qu'évidemment tu luttais en même temps contre le gaspillage, etc. Donc c'était des superbes cagnottes. Vraiment, on a levé plus de 30 000 euros quasi pour Médecins sans frontières. Et plus de 15 000 euros pour Médecins du Monde avec ce genre de projet. Parce que tu travailles avec des invendus, donc tu as matière première. C'est ça. Ouais. Et puis après, tu as des fournisseurs qui deviennent carrément en fait des partenaires. Ils se disent tiens, en fait, je vais faire un truc d'enfer. Enfin, tu vois. Et il y avait toute une impact comme ça qui commençait et tout un jeu qui commençait à jongler là-dedans. Et les chefs étoilés commençaient à se lancer aussi dans le projet. En donnant leur temps, en donnant du temps avec leurs équipes. Tout en travaillant quand même sur leur propre projet. Donc c'était super intéressant de voir qu'on avait réussi à matcher. Et c'était ça la base. Et le Covid, donc c'était vraiment des événements ad hoc, puisqu'on avait quand même notre société, on a quand même notre société d'événements culinaires pour toutes les entreprises, etc. Et où là l'ADN Zéro Gaspille était vraiment référencé, et où une partie donc des bénéfices de ces événements étaient directement reversés à l'association pour pouvoir en fait, si on veut, développer peut-être plus de choses. Tu vois, donc c'était vraiment pour moi, je pense que l'association pour moi il y avait quelque chose à faire, mais je savais pas très très bien vers quoi on se dirigeait tout de suite. À part ouvrir un restaurant social, accueillir 300 personnes tous les soirs, enfin voilà, mais ça c'était pas du tout viable, et c'était pas du tout ce qu'on était prêt à faire tout de suite, en tout cas parce qu'on n'avait pas les compétences pour le faire. Et puis il y a eu le Covid. Et on s'est retrouvé évidemment en tant qu'ambassadeur et on va dire homme d'action est référencé dans la lutte contre le gaspillage. Énormément de fournisseurs se plantent réellement dans leurs commandes, se plantent réellement dans leurs denrées. Oui, c'est peut-être intéressant d'expliquer en fait c'est quoi le gaspillage alimentaire, il est dû à quoi? Ah oui, le gaspillage alimentaire, il est dû à malheureusement une génération de surconsommation déjà de base, où tout doit être plus rapide, tout doit être plus efficace, etc. Et donc on sait très bien, ça c'est pas moi du tout qui ai recherché ces trucs, ces chiffres-là, mais 1/3 de ce qui est produit est automatiquement jeté. Donc oui, au niveau mondial, ça fait quand même peur.
C'est juste qu'en fait, il faut juste revaloriser en fait ce qu'on produit aujourd'hui. Ce qui veut dire que sur un champ, par exemple, il y a énormément de choses et c'est un travail de Mauro Colagreco pour le moment. Je pense qu'il veut. Donc il y a un chef 3 étoiles qui est le Mirazur dans le sud de la France, où lui est en train d'étudier véritablement ce qui pousse et ce que ça fournit en fait à ton écosystème. Et donc il y a des réflexions qui se font de plus en plus de toute façon par rapport à ça. Je pense que l'humain a développer une conscience vraiment forte par rapport à ce qui l'entoure. Pas tous, en tous les cas, mais une partie. Et c'est clair qu'aujourd'hui, par rapport à cette lutte contre le gaspillage, et par rapport à ce que tu me disais, c'est que c'est de la surproduction de la production. Ce qui veut dire que ce qu'on reçoit, il y a des calibres, donc des fois, il y a des produits qui arrivent qui sont pas spécialement bien calibrés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une courgette qui est plus grosse qu'une autre, parce qu'on a décidé d'avoir en fait les mêmes tailles de courgettes, on a décidé, etc. Donc tu as des courgettes qui ont des coûts, par exemple sur elles. Est-ce qu'un restaurateur va l'acheter ? En fait, quel type de restaurateur va l'acheter ? Et c'est là en fait où le restaurateur va devoir, à un moment ou à un autre, se réimaginer, etc. dans ce qu'il fait, parce que oui, il y a des calibres qui ont été créés, c'est un fait. Mais pourquoi tu prendrais pas cette courgette en fait pour la travailler de toute façon, tu vois, et c'est surtout ça en fait qui est le gaspillage alimentaire. C'est qu'en fait il y a des codes qu'il faut briser aujourd'hui, que les entreprises doivent briser, et que la sécurité alimentaire aussi, donc l'AFSCA, doit aussi briser sur certaines choses. Ça veut dire que le trop calibré tue le monde aussi. Et donc c'est des choses qu'il faut remettre un peu au goût du jour, et parce que la nature fait très très bien son travail et il faut goûter la nature. Je suis pas non plus un mec écolo bobo dans son potager à faire des trucs. Je suis vraiment dans l'entrepreneuriat, mais par contre clairement que je vois qu'aujourd'hui je découvre énormément de choses végétales que je connaissais pas du tout avant, et où j'ai pas beaucoup en fait de livres ou quoi que ce soit en fait qui m'indiquent certaines choses, tu vois. Donc il y a encore du travail. Et je pense que c'est une ouverture d'esprit aujourd'hui à avoir, et je pense que les chefs l'ont de plus en plus. Et voilà, je remercie aussi les gens qui commencent à prendre ce pas-là. Voilà. Et donc pour le gaspillage alimentaire, c'est les non-codes, c'est les non-calibrés, c'est l'erreur humaine. Tu rajoutes un zéro à la place de 60 kilos, ça fait 600 kilos que tu as commandé, ton fournisseur il le valide, ça arrive, tu fais quoi avec tous ces kilos en plus? L'erreur est humaine, je l'accepte. Aujourd'hui, il y a aussi des technologies et de l'innovation qui est en train de se mettre là-dedans pour peut-être faciliter cette perte-là. Mais la première chose qui doit venir dans les entreprises, c'est je crée quelque chose, j'ai une situation de recycling direct. Voilà. C'est ça, parce qu'avant la logique était plutôt de jeter, parce que travailler au recyclage ou au don, etc., en fait ça coûtait plus cher, ou ça coûte toujours plus cher. Ça leur coûte une fortune. Oui. Et nous de même. Nous de même, ça nous coûte super cher. En fait, on n'est pas du tout payé pour récupérer les invendus alimentaires. Après, voilà, enfin, je veux dire, c'est très challengeant de discuter de ça aussi avec les directeurs de ces entreprises-là. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où je récupère les invendus alimentaires pour nourrir la précarité. Donc, je travaille ces invendus alimentaires, et moi, j'ai, par exemple, le déchet qui est le plastique. En fait, je vais payer pour ça. Tu vois ? Et donc, par exemple, mais pour moi, ces sociétés devraient imaginer, en fait, investir dans notre action, en plus de nous utiliser comme, entre guillemets, poubelle valorisante. Attention. Donc voilà, c'est ça qui est super intéressant aussi, c'est de pouvoir aujourd'hui challenger les entreprises pour leur green conscience, on va dire ça comme ça, et surtout leur empreinte, même avec les gens avec lesquels ils vont travailler. Aujourd'hui, il faut que les gens qui traitent les invendus que nous on récupère soient au courant de tout notre travail, tu vois, et qui comprennent véritablement où ça va, comment ça fonctionne et autres. Donc là-dedans, il y a le côté éducationnel qui va revenir beaucoup chez nous, parce qu'on en a clairement besoin de montrer notre travail. Et de faire évoluer les mentalités en fait sur ces questions, quoi. Complètement. Donc voilà, donc il y a tout un travail qui est en train de se mettre pour 2022.
Attends, mais retournons un petit peu en arrière. Donc, Ouais, on est en 2020. On retourne en 2020. On retourne en 2020. Il y a la crise du Covid. Et là, vous Ouais. faites quoi? Vous passez de l'événement ponctuel à... Complètement, déjà, Elliot Van de Velde qui se remet complètement en question, qui se remet complètement en question, c'était super marrant, je crois que ça a duré 5 minutes, puisqu'en fait j'avais déjà trouvé genre 10 solutions à ce que je pouvais réussir à faire en fait en tant qu'entrepreneur. Et on a été appelé par Métro, par Unilever, etc. Et il commençait à avoir des appels, et puis on a connecté en fait des associations avec lesquelles on n'avait pas spécialement d'affinité, clairement pas en fait au départ. On en connaissait très peu, on avait un mood board gigantesque comme ça avec des noms, des numéros et tout. Ça c'était le 14 mars qu'on a commencé à prendre notre téléphone et à appeler. Et le 16 mars, il y a Philippe Debuc, du directeur de Lilo, qui fait un mail condensé. Genre, voilà tout le monde, ça c'est Elliot, il lutte contre le gaspillage, il a pas mal de denrées, etc. Et je vois genre 50 associations qui tombent comme ça, et les mails commencent à fuser. Et là je me dis, wouhou, ok, il y a quelque chose qui est en train de se faire, et on voit très bien que les associations doivent se réorganiser, parce qu'en fait elles luttaient peut-être contre le gaspillage ou la précarité il y avait chacune avec ses valeurs et ses idées, mais soudainement en fait il y a tout qui change, ce qui veut dire que les gens doivent rester chez eux, mais en même temps donc mes bénévoles qui sont un peu plus âgés ils peuvent pas venir, donc en fait on est en moins d'effectifs, mais en fait je vais avoir plus de gens dans la précarité soudainement qui vont débarquer parce qu'il y a des centres qui vont fermer, et on commence à connecter en fait tout ça. Et c'était chaud, c'était très très chaud, et on a commencé à récupérer des tonnes à droite, des tonnes à gauche, on a redispatché, etc. Sur les 2 premières semaines, on était déjà à plus de 20 tonnes récupérées, et pas spécialement de vision non plus sur ce qu'on allait faire, et surtout sur la durée. Enfin, je pense que tout le monde se rappelle un petit peu les 2 premières semaines où je me rappelle rentrer chez moi, retirer mes chaussures dehors et remonter en slip, tu vois, pour genre me doucher, et tous les vêtements dehors devaient rester dehors, enfin un truc de fou à ce moment-là. Maintenant quand tu regardes comment on vit au final, c'est clair. Soit c'était une belle connerie, soit voilà, mais bon après non, c'était pas une belle connerie, je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment souffert, et voilà, mais en tout cas c'était très fort dans l'émotion, et surtout qu'on était très seuls. Nous, sur les 2 premières semaines, j'avais l'impression d'être Will Smith dans... comment il s'appelle ce film maintenant ? Où il est seul au monde, là, où il y a une épidémie. Et en fait, j'étais tout seul dans mon camion. Tu vois, j'ai des vidéos de moi, où je pars avec mon camion, il est 7h du matin, et il n'y a rien, tu vois. Et genre, rien. Et là, en fait, c'est les associations qui t'appellent en te disant est-ce que tu peux produire des repas pour le public, et quoi. ça, c'est arrivé par la suite. On a fait d'abord les hôpitaux. Les hôpitaux parce qu'en fait, on s'est dit, ok, on lutte contre le gaspillage, on a nos héros du moment, et c'est vrai que c'était les hôpitaux qui étaient là. Et puis on a connecté avec parce que les associations, à ce moment-là, se refaisaient un petit peu se réorganisaient vraiment. Et donc, elles n'avaient pas besoin tout de suite de ces plats préparés par nous-mêmes, elles avaient plus besoin des denrées. D'accord. Ok, pour connecter, parce qu'ils savaient pas trop comment ça allait se passer, etc. Ils devaient s'essayer à quelque chose. Et puis par la suite, ça arrivait. Les associations sont arrivées. On a fait 12 000 personnes, jusqu'à 12 000 personnes sur un mois. Il y avait du jeu. Mais c'est énorme de pouvoir produire 12 000 repas. On s'est organisé, réorganisé. On s'est challengé énormément aussi, et c'est surtout qu'en fait, il y a une émulsion collective énorme qui s'est passée, parce que quand on a commencé les hôpitaux fin avril, on a fait un post Facebook, on s'est retrouvé à 15 le lundi matin. Bénévole, tu veux dire. On s'est retrouvé à 15 le lundi matin. Et vous cuisinez d'où ? Des cuisines du Fosbury & Sons, donc était géré par Midori. Et pour le coup, par après, ça a tellement évolué, et à un moment, il fallait aussi qu'on quitte ces cuisines, parce qu'en fait, on perdait Moi, j'avais envie d'évoluer, je voyais qu'il fallait avoir du volume. Les cuisines devenaient de plus en plus petites, et je devais même travailler, et c'était un truc de fou, parce que les gens ne le remarquent peut-être absolument pas, mais c'était 100% bénévolement, et j'arrivais à 3h du matin pour faire des tartines, et je finissais à 18h après la livraison, et c'était ça, genre 4 jours, semaine, quoi.
Tu vois, dans une période où tout le monde est confiné chez soi, etc. Non, mais c'est incroyable. Et le fait de le faire avec une équipe, et vraiment, t'en avais 3 qui arrivaient à 4h du matin. Hein. Ah ouais, c'était ouf. Et pourquoi 4h du matin? Parce qu'en fait, on n'avait pas de place dans les frigos. Et on jonglait pour trouver des solutions, etc. Et on n'avait pas l'argent à investir pour mettre un deuxième frigo, un troisième frigo. On n'avait pas du tout de sous pour pouvoir le faire. C'était vraiment avec ce qu'on avait dans les mains. Et par la suite, on a connecté avec Brussels Expo en disant écoute, voilà, on va peut-être un peu vite, un peu loin, mais d'un côté, en fait, ça nous aiderait énormément d'utiliser la cuisine qu'ils ont de production sur place, donc une énorme cuisine qui fait 1000 m² avec des chambres froides gigantesques. Et là-dessus, ça nous a pris une semaine pour que l'acceptation tombe et on a pu interagir directement de ces cuisines-là, donc du Ezel, avec une très grande liberté aussi de travail et avec très peu de limites, où on a récupéré en un jour 75 tonnes pour un congélateur. Mais comment est-ce qu'on fait ça concrètement? Parce que c'est pas... Enfin, voilà, je sais que c'est aussi quand même un des gros enjeux du secteur de l'aide alimentaire en Belgique, c'est toutes ces questions de logistique et comment est-ce que effectivement c'est pas tout de savoir qu'il y a des invendus qui peuvent être récupérés, encore faut-il pouvoir avoir... La logistique pour le faire, j'en ai, je pense, honnêtement... Tom, qui est mon partenaire, m'a dit « Je peux pas prendre ça ». Et moi, je lui ai dit « Laisse-moi calculer. » Et j'ai commencé à faire les mètres cubes de ce que faisait Palette, le congélateur, etc. Et je dis « Tom, ça va rentrer ». Et il me dit « Ça va pas rentrer ». Je dis « Ça rentre ». Et il y a un semi-remorque qui est arrivé, froid, hein, énorme. Moi j'ai l'impression d'être dans un film de guerre, on me livrait des armes, quoi, tu vois, tellement c'était énorme. Non, mais vraiment. Et il me regarde, il me fait, c'est de la bouffe, quoi. Et moi je dis, c'est de la bouffe, mec. 75 tonnes. Et ce truc descend et je vois les palettes, et là je me fais, il a peut-être raison. Non, mais en fait, non, j'ai raison. Et puis il me regarde, il me fait, non, j'ai raison. Et en fait, les 75 tonnes sont rentrées pile, et on avait un chemin pile pour aller chercher tout ce qu'il nous fallait dans ce congélateur. Et après, des fois, il faut le faire. Et je sais pas comment... Des fois, honnêtement, je m'étonne moi-même pour ce truc-là. Mais j'avoue que c'est ma personnalité. J'ai jamais refusé quoi que ce soit. J'ai jamais rien lâché, tu vois. J'aurais trouvé encore des solutions. T'as jamais rien acheté? Lâché. Ah, lâché, ok. Lâché. J'ai jamais rien lâché. Donc, pour moi, c'est un engagement de ma personne en me disant il faut que ça fonctionne, tu vois. Et c'est comme ça que c'est vraiment que ce projet en fait fonctionne. C'est que il y a toujours un truc derrière où il y a un problème, et en fait le problème je le vois jamais, je vois directement en fait une alternative, une solution, même si elle est complexe, punaise, à la voir. On y va, tu vois, et puis on verra plus tard en fait. Oui, c'est ton mindset et c'est ça qui... Ouais. Voilà. Ouais, et c'est ça qui a fait que vous en êtes arrivé là où vous en êtes aujourd'hui. Ah, complètement. Et à se repositionner. Et en fait, si on l'avait pas fait, en fait, on n'aurait jamais eu cette satisfaction peut-être, et on n'aurait jamais eu non plus cette possibilité de dire ah ouais, tout ça. Et pour nous, c'était un jeu en fait, c'était super facile. Tu vois, pour moi, c'était un truc, et c'est nouveau, il faut plus what's next, tu vois. Oui, parce qu'en plus au début, cette période du premier confinement, disons du Covid, c'était aussi quelque part une période expérimentale. Mais après, en fait, aujourd'hui, finalement, Earth, c'est ce qui t'occupe. Normalement, tout ce qu'on fait aujourd'hui devait être sous notre projet de vie, entre guillemets, de cette ASBL, devait être pour 2022. Oui, c'est ça. Donc ça vous a catapulté. Là, on est fin 2022, normalement, dans notre projet. Et aujourd'hui, vous fournissez combien d'associations comme ça au quotidien ? Là, pour le moment, et je suis super fier de voir ça aussi, parce qu'on en fournit beaucoup moins, parce qu'ils ont réussi à se réadapter. Tu vois, donc maintenant, on est vraiment à 2 temps plein, donc vraiment 7 sur 7. Et on a plein d'autres actions donc, qui sont, on va dire, plutôt lambda, donc, comme les Croix-Rouges, les SAMU sociaux, etc., les Restos du Cœur et autres. Donc tu as vraiment tout ça qui se met l'un à la suite de l'autre sur des événements, on va dire, plus ponctuels. Mais la réorganisation de ces associations est aujourd'hui présente. Donc c'est vraiment très bénéfique pour tout le monde aussi. Et ça va permettre de travailler d'une autre façon. Ce qui veut dire qu'on va devenir beaucoup plus dans l'action au sein même des associations, ce qui est plutôt en termes de consultants, de recherche, peut-être de développement en fait en interne, sur cette empreinte justement de réutilisation de tous les produits.
est beaucoup plus donc centré moins sur de la production de masse, etc., mais plutôt sur l'éducation, etc. Je veux dire, il y avait ce proverbe, c'est génial, je ne devrais absolument pas le dire, mais cette histoire de genre montre à quelqu'un comment pêcher, ou, voilà, etc. Mais c'est ça. Oui, et cet aspect de sensibilisation, en fait, ce qui est génial, je trouve, dans votre projet, c'est que, effectivement, bon, il y a les aspects événements, workshops, etc., que vous avez organisés, mais du coup, en fait, vous parvenez à sensibiliser le grand public à toutes ces questions des précarités et de gaspillage alimentaire, mais aussi le public pour lequel vous organisez ces événements, et les chefs aussi avec qui vous travaillez pour tout ça. Donc, en fait, tu touches vraiment un public assez multiple qui était peut-être pas, au départ, sensible à ce questionnement, en fait. Surtout les chefs de demain. Les chefs de demain. Les chefs de demain, pour moi, sentimentalement, émotionnellement, c'est un truc de fou de pouvoir partager ça à ces quêtes. Ils sont remplis d'espoir, et il faut pas oublier, hein, le Covid a détruit une grosse partie de leurs ambitions. Tu vois, des gens qui rêvaient d'ouvrir des hôtels, des restaurants, ils voient à quel point, en fait, c'est pas du tout... qu'il y a plein de problèmes. Redonner confiance comme ça aussi aux jeunes, en leur mettant un nouveau modèle de travail, peut être très bénéfique pour l'avenir, en fait, de nos restaurants. Oui, parce qu'il faut dire qu'en fait, ce qui est aussi assez incroyable, c'est que vous avez réussi à fédérer, en fait, une communauté de bénévoles de fous, en fait, qui vous sont restés fidèles tout du long et encore aujourd'hui. Et donc, il y avait différents profils, en fait, de bénévoles, dont les jeunes, dont tous ceux qui avaient perdu leur emploi dans l'Horeca, etc. Donc, oui, c'est... Et c'est ça aussi qui a manqué. On parlait tout à l'heure d'erreurs plutôt humaines, etc. Quand on est la tronche vraiment un peu plus dans le guidon et dans le développement, et de prendre... oui, parce qu'évidemment, quand tes journées sont finies, en tant qu'entrepreneur dans ce truc-là, en fait, il y a 50 000 autres choses, en fait, à devoir gérer. Des problématiques que personne ne voyait, on arrivait toujours avec la niaque, etc. Mais c'est clair qu'il y a des choses qui sont invisibles pour ça, et que des fois tu te dois de les faire, et donc tu perds peut-être cette chance de rencontrer quelqu'un comme des bénévoles. Moi, je pense réellement qu'il y a 30% des bénévoles de chez nous que j'ai pas pu rencontrer, comme j'aurais voulu les rencontrer. Et donc pour moi, est-ce que c'est une erreur ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aurais voulu, les accueillir dans un meilleur cadre, etc. Je pense que le contexte fait aussi ça, mais c'est pour ça que là, le projet qu'on est en train de construire se doit d'être beaucoup plus dans l'éducation et beaucoup plus dans le partage et dans l'intégrité. Pour moi, pouvoir connecter avec ces gens-là aussi beaucoup plus. Est-ce que tu peux nous dire justement un mot sur c'est quoi du coup ta vision de demain? Comment tu as encore envie de faire évoluer Earth? Là, on est en train de conceptualiser, je sais pas si de conceptualiser donc un établissement. Donc c'est vraiment un pop-up qu'on a mis à jour aujourd'hui, où il y a une conserverie, épicerie, testing, workshop, event, etc. C'est pas très grand, mais en fait c'est ce qui va permettre aussi de peut-être aller step by step dans le recontact avec les gens. Je pense qu'on n'arrivera pas tout de suite à connecter soudainement 60 personnes. On n'a pas assez bien, on va dire, ficelé notre travail là-dedans, mais en tout cas, de le faire tester. Donc on a ça, plus l'atelier de production qui est juste en fait dedans. Donc en gros, tu découvres un univers qui est fou. Je suis super fier, pas 100% satisfait, mais super fier déjà du résultat qui est dans ce lieu, parce qu'on l'a repris... pas du tout agréable. Enfin voilà, il y avait quelque chose, mais ce qu'on en a fait, c'est une plus-value énorme, et on rentre là et c'est vrai que c'est vraiment le bonheur. Et je suis vraiment prêt à accueillir des gens aujourd'hui dans ce lieu-là, et donc voilà, il y aura tout un système d'épicerie, takeaway et autres aussi, pour vraiment trouver plusieurs profils en fait qui pourraient rentrer chez nous. Et donc ça, c'est de le tester, et évidemment après de le mettre sur une plus grande échelle, d'ouvrir plutôt même des concepts restaurants fixés justement là-dedans avec tout l'univers qu'on a mis en place, et qui soit duplicable en fait dans chaque ville, parce que dans chaque ville il y a du gaspillage, dans chaque ville il y a de la précarité, et donc pour moi les prochains restaurants de demain se doivent d'être en fait connectés en tout cas un minimum à ça, parce que ça leur serait hyper bénéfique pour eux. Voilà, ils pourront rentrer dans énormément
d'intelligence collective, de structure de partage, de plus de rêve aussi, et de plus de facilité, de durabilité, c'est des nouveaux systèmes, il faut les mettre en place. Voilà. Quand on t'entend et quand on te voit, on sent bien que tu vis à 10 000 à l'heure. Donc la dernière question que j'ai envie de te poser, je sais que tu es aussi un athlète et que tu es en train de préparer un Ironman, ce qui est quand même pas rien. Ouais. Mais comment est-ce que ça, en fait, vient nourrir le projet ou vient soutenir ou te permet de garder un équilibre de vie ou... C'est arrivé... j'ai toujours, je suis quelqu'un de très compétiteur depuis tout petit. J'ai fait des sports vraiment collectifs à haut niveau. Et à un moment, c'était la course à pied. La course à pied est arrivée, et ça c'est à cause de mon chien. Parce que je travaillais justement beaucoup trop et il fallait le dépenser beaucoup plus vite, et donc la seule chose que j'avais comme solution c'était la course à pied, et c'est devenu un truc qui m'a stimulé à fond, et puis je suis monté sur un vélo, et puis j'ai dit tiens, qu'est-ce qu'il y a, vélo, course à pied, triathlon, j'ai essayé. Je suis arrivé 167e sur 170. Enfin, t'es arrivé jusqu'au bout, c'est déjà pas mal. Ouais, sur mon premier triathlon, je suis passé par tous les états du monde. Et puis après, j'ai enchaîné sur une plus longue distance à Barcelone, et j'ai pris goût en fait à cette discipline. J'ai pris goût au triathlon, j'ai pris goût en fait à ce que ça m'apportait en termes vraiment humains. Ça me permettait de vraiment méditer tout en faisant quelque chose en fait d'actif, puisque c'est clair, je reste un hyperactif, et voilà, mais j'ai mes moments de calme, je tiens quand même à le préciser. J'ai mes moments de calme, et que j'aime avoir ce calme. Mais dans l'hyperactivité, le triathlon était parfait. Ce qui veut dire que ce sont des longues distances, ça veut dire que des fois j'ai beaucoup de choses à devoir aussi réfléchir pour moi-même, etc. Donc à me parler à moi-même, à refaire des scénarios et autres. La course à pied, la natation et il y a tout un système de méditation là-dedans. Et voilà, j'ai eu un grave accident fin du mois de décembre de voiture. Et je suis super content aujourd'hui d'en être sorti, pas du tout indemne, mais d'en être sorti mieux que ce que je pensais. Et de me dire qu'en fait, mon entrée à cet Ironman à Nice en septembre n'est pas perdue, et que je vais pouvoir vraiment m'entraîner désormais pour ça. Et me remettre tout doucement là-dedans, avec une autre facette d'objectif, mais en tout cas de pouvoir profiter, de prendre le temps là-dessus, vraiment. Et donc tu dirais que cette pratique de ce sport, ça te permet en fait de réfléchir de connecter tout le monde. Ouais. Donc l'humain, l'entrepreneur et le chef. En toi. Voilà. Magnifique. De connecter le on. Parce que c'est vrai que tu as parlé tout le temps en on. Ouais. Oui. Mais de le connecter complètement, quoi. Voilà. Et en fait, le on, après, si toi t'es bien, en fait tes équipes elles sont bien, et tout le reste suit. En fait, en toute logique. Papa heureux, maman heureuse, fille heureuse. Voilà. Donc il y a un truc, papa malheureux, et puis ça peut vraiment aller loin. Voilà. Top. Merci beaucoup, Elliot. Merci à toi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à me donner un coup de pouce pour le faire rayonner. Notez, commentez, partagez. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne Magic Makers que vous retrouverez sur Spotify, Apple Podcasts et YouTube. À bientôt!